Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Vapsal. Présent. Linda Raduc. Jacques-Claude Bernard. Comment? Madame? Vous l'avez, madame? Yann Véron. Dominique Cavaillol. Didier Casimajo a donné procuration à Jean-Claude Pérez. Jean-Jacques Châtelier à Denis Reyne. Lionel Cholon. Jean-Louis Clameau. Dominique Clavier. Jean-François Dassin a donné procuration à Sylvie Porta. Serge Dallier. Bernard Daney. François Droit a donné procuration à Alain Quérens. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Bernard Bréau a donné procuration à Jean-Patrick Soulet. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurent Ducos. Pascal Rappé. Christine Forestier. Marie Sortinan. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Michel Atapi. Corinne Nolan a donné procuration à Mylène Doro. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean Felletan. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Alain Quérens. Denis Rennes. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trénit a donné procuration à Jean-Marc Pelletan et Mathieu Truffard. Très bien, il me faudrait un secrétaire de séance. Mylène, tu veux bien? Merci beaucoup. Il y a un retrait de délibération. Alain Quérens, effectivement, on n'était pas forcément prêt sur la délibération numéro 12, c'est ça? Donc on retire la délibération numéro 12, en ce qui concerne le SPANC. Prochain conseil communautaire est le 26 février. Décision du président, donc il y a les DIA. Et un arrêté portant virement de crédit au chapitre 022, en ce qui concerne effectivement une réduction des dépenses imprévues pour 5 826 € pour l'inscription des frais de gestion de dossiers relatifs à l'emploi. Donc cette délibération, vous l'aurez en cours de l'ordre du jour. Je vais procéder au premier point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'administration générale et la modification de la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Il s'agissait effectivement de remplacer donc Hervé Gillet sur la commune de Pau-d'Insac, et c'est Serge Dallier ici présent qui remplace Hervé Gillet. Le reste effectivement de la commission restant inchangé. Est-ce que vous voyez un inconvénient particulier? Parce que Serge Dallier ici présent remplace Hervé Gillet pour le compte de la commune de Pau-d'Insac. Qui est contre cette délibération? Il s'abstient. Merci beaucoup. M. Dallier, bienvenue dans la commission. Budget principal, Philippe Dubourg. Oui. C'est une décision modificative concernant les crédits supplémentaires. Si vous voulez, il faut ouvrir des crédits pour ajuster des emprunts 2019, pardon, et rajouter aussi 1050 € qui est la commission pour l'emprunt que nous avons contracté avec la Banque Postale pour 1 050 000 €. Et enfin, l'annulation de participation de l'État sur des emplois aidés qui remontent à 2018, dont l'État demande le remboursement pour 3 867 €. Tous ces crédits ouverts sont compensés par une réduction des dépenses d'imprévus pour 5 826 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité.
Bien, la délibération qui suit est une délibération pour donner autorisation au président de signer la convention de travaux avec l'UQTOM pour la réfection de la voirie sur la déchetterie de Virelade. Comme vous le savez, l'UQTOM et la communauté de communes Convergence Garonne partagent les lieux. Il est important de faire des travaux de réfection sur la voirie qui mène à l'accès pour notre partie et puis l'entrée. Et du coup, il va être nécessaire de passer un conventionnement pour lancer le marché et que ce soit la communauté de communes Convergence Garonne qui gère et qui paie les travaux, et ensuite l'UQTOM nous remboursera pour la part lui revenant, comme il a été détaillé, nous remboursera les frais de ces travaux. Voilà, donc c'est une autorisation de prestation de service qui est passée entre l'UQTOM et qui délègue à la communauté de communes la maîtrise de la réfection de la voirie de la déchetterie, et donc de lancer le marché pour la réfection de ces travaux sur la déchetterie. Voilà, je crois que c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont à engager sur la déchetterie, donc on sait qu'il y a des travaux communs avec l'UQTOM, comme vient de décrire les choses parfaitement. Moi, j'ai rien à rajouter. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Oui, donc il s'agit d'autoriser la signature de la convention partenariale avec le réseau girondin de la petite enfance. Et cette cotisation d'un montant de 2100 €, budget du service projet social du territoire. Donc ce réseau girondin petite enfance nous permet d'accès à des formations, à des supports pédagogiques et éducatifs dans le domaine de la petite enfance. Voilà. C'est quelque chose que c'est renouvelé, c'est renouvelable chaque année, donc c'est quelque chose qu'on fait chaque année, qu'on renouvelle chaque année. Voilà, ça permet d'avoir accès à un certain nombre de choses. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est un renouvellement, hein, c'est ça, pour effectivement avoir des services, et plus particulièrement dans le cadre de formation. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette délibération présentée par Jean-Marc Pelletan? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Continue, Jean-Marc. Bien. Donc la cinquième délibération, il s'agit de des demandes de subvention pour la création d'une structure petite enfance et d'un RAM et d'un pôle social et familial à Séronce. Il s'agit d'autoriser le président à demander la DETR et la DSIL. Et puis d'autres subventions, puisque nous pourrions espérer pour la DTER 45% à peu près, qui serait un montant de 450 000 €. Pour la DSIL, 18% à hauteur de 293 496 €. Et puis ensuite, il y a la CAF, qui donne 12% pour l'ordre de 206 000 €. La CAF pour le RAM, 200 000 €. Le département de la Gironde pour 7 776 €. La région Nouvelle-Aquitaine de 5 865 €. Toujours la région, mais Aquitaine, c'est le bâtiment du futur, pour 192 815 €, ce qui fait qu'un total de subvention maximum de 1 256 351 €, qui nous ferait un autofinancement de 314 881 €. Et bien sûr, c'est le maximum que l'on puisse espérer. Si c'est comme ça, on va pouvoir applaudir des deux mains, mais bon, en tout cas, je l'espère. C'est donc cette délibération, ça concerne uniquement pour l'instant la DETR et la DSIL, pour autoriser à demander et à déposer les dossiers de subvention, de demande de subvention. Tout à fait, donc effectivement les dossiers de demande de subvention, en ce qui concerne la DETR, vous le savez, tous dans vos communes, il faut qu'ils soient déposés le 31 janvier de l'année, hein, de telle manière à ce qu'ils puissent être étudiés et qu'on ait le récépissé de complétude, donc on est vraiment dans l'état par rapport à ça. Un petit point par rapport à la DETR. C'est vrai que le bâtiment est un petit peu particulier. Ce taux de 45% est un taux dérogatoire qui est demandé. Et généralement, pour participer avec Dominique dans la DETR, généralement, on n'a pas de soucis particuliers sur ce genre de choses. Quand les dossiers sont bien montés en termes de dérogation, tu me le confirmes. Hein. Oui. Voilà. Donc on a demandé effectivement
de passer de 35 à 45% là-dessus. On verra bien si effectivement on est éligible, mais on défendra le dossier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Il s'abstient? Merci beaucoup. Bien. On continue? Oui, Jean-Marc, oui. Donc la 6e, le versement d'une subvention pour le foyer rural de Paillé à une association. Donc cette année, au mois de septembre, je crois, novembre, on nous a demandé 8 000 € de plus que le montant de l'an dernier. Donc ce qui passe la subvention à 70 000 € pour l'année 2020. Donc il faut autoriser, le président a signé une convention, mais on va payer 75%, c'est-à-dire qu'on va prendre la période du 1er janvier au 30 août, de façon à ce que cette convention, c'est de donner le temps à l'association de réunir les papiers nécessaires pour que le dossier soit complet. Donc pour continuer à ce qu'elle fonctionne bien, nous proposons la participation de 46 500 € en 2 versements, 31 000 € en février 2020 et 15 500 € en mai 2020. Et le reste en septembre, quand le dossier sera monté. Voilà. Bon, il faut savoir, juste une remarque, c'est qu'avec l'association, ça revient quand même un tout petit peu moins cher qu'avec nos accueils de loisirs personnels. Hein. Enfin, ce qu'on a, ça revient quand même moins cher. Mais l'année dernière, on avait donné 12 000 € hein, parce qu'il n'y avait plus les emplois aidés. Et cette année, elle demande 8 000 € de plus. Mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait un dossier un peu plus conséquent. En fin de compte, il faut que cette association qui s'occupe des ALSH, vous l'avez bien compris, puisse continuer à fonctionner. Donc on va faire deux versements. Et le dernier versement sera soutenu, bien entendu, à la signature d'un contrat d'objectif, de telle manière à cadrer les choses au plus précis. Jérôme, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé dans ce que je viens de dire. C'est ce qu'on a eu, effectivement, c'est ce qu'on a vu l'autre jour en bureau, et qui me paraît tout à fait correct, dont les 25% derniers seront effectivement sous-tendus aux documents et aux contrats d'objectifs qui nous seront fournis par l'association. Donc voilà. C'est beaucoup, quand même. Oui, oui, mais combien d'enfants? C'est le fonctionnement. C'est beaucoup. Oui. Ouais. Ça correct. D'après ce que dit Jean-Marc, effectivement, on l'a vérifié. Voilà. Ça revient bien moins cher qu'effectivement. Et je crois qu'il y a 46 enfants, c'est ça? C'est ce que tu avais le chiffre qui avait été lancé l'autre jour. Hein. Oui, c'est ça? Oui, c'est cela, mais 46 l'étude a été faite. Par rapport au chiffre de base, ce qui était donné, parce qu'il y avait une fonctionnalité, tout ça, voilà, c'est... Tout à fait. C'est ce qui a été calculé pour qu'il puisse fonctionner correctement jusqu'en août 2020. En dessous, je pense qu'on leur poserait des problèmes. Mais il faut savoir qu'effectivement, les 25% sont soumis effectivement à ce contrat d'objectif avec les Les 25% sont soumis à un partenariat et un objectif, un contrat d'objectif. À part les remarques de Lynn Baraduc, est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ça? On peut passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Lynn Baraduc. Merci beaucoup. Bien, donc la 7e, c'est l'autorisation de signature de la convention pour la gestion du service de restauration collectif de l'accueil de loisirs de la commune de Prégnac. Donc la commune de Prégnac refacture à la CDC. Les repas, il y a donc une convention qui a été signée, les repas qui sont servis aux accueils de loisirs et pendant les vacances, je suppose. Voilà, c'est ça. Donc le montant de cette facturation, pour la maternelle, il est de 3,86 € au forfait repas, et pour les élémentaires, 4,06 €. Voilà. Et qui me paraît tout à fait dans la fourchette. 3 bio, 3 éléments bio. Et donc 3 éléments bio par repas. Ouais, d'accord. Avec la nouvelle loi, c'est obligatoire. Enfin, pas les 3, mais c'est obligatoire, c'est un repas bio par semaine. Bon, là c'est du classique, et c'est du remboursé à la commune de Prégnac. Les repas pris dans le cadre, effectivement, des activités des centres de loisirs.
Voilà, c'est une délibération classique. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Jean-Marc a bien expliqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Patrick Soulet, je te passe le micro. Donc cette délibération, c'est on va vous demander un accord de principe pour la création d'une structure dédiée à la prévention des inondations sur une partie du linéaire Garonne, girondine. Vous savez, on exerce donc l'item numéro 5 de notre compétence GEMAPI, qui est relative aux ouvrages de protection contre les inondations. Nous avons des systèmes d'endiguement qui sont à cheval sur 2 collectivités, donc la nécessité bien sûr d'un gestionnaire unique par système d'endiguement qui est le plus rationnel. Donc, il y a déjà eu un travail en commun qui a été fait dans le cadre de la mise en place du PAPI sur le territoire des 5 communautés de communes girondines, c'est-à-dire le Réolin Sud-Gironde, la CDC de Sud-Gironde, CDC de Montesquieu, la CDC de Port-d'Entre-deux-Mers et notre CDC Convergence Garonne. Il y a également un travail en commun qui est à réaliser et qui est en cours et à venir pour la finalisation, c'est la réalisation des études de reconnaissance des systèmes d'endiguement. Donc on a passé un groupe de commandes aussi, mais avec 4 de ces collectivités, pour lancer ces études. Le conseil communautaire, donc, je vous informe qu'il a été réalisé donc, par l'intermédiaire des techniciens des 5 collectivités. Il y a déjà eu des échanges qui ont porté sur une première analyse des conséquences administratives, juridiques et financières que pouvait représenter la mise en place d'une structure gestionnaire à l'échelle globale du linéaire Garonne. Donc il y a eu ensuite un comité de pilotage avec les élus des différentes intercommunalités, où où s'est dégagée une volonté de lancer une démarche de réflexion de gouvernance commune pour aboutir à une structure dédiée pour gérer, dans le cadre, pourquoi pas d'un syndicat, droit commun, l'ensemble du Garonne girondine pour la protection des inondations. Donc on vous propose, on vous demande d'approuver cette décision de volonté générale et de donner un accord de principe pour entamer les démarches relatives à l'étude de la création d'une structure dédiée à la prévention des inondations, donc sur la partie du linéaire Garonne girondine, sur le linéaire des 5 communautés de communes que je vous ai dicté avant. Voilà. Bon, il s'agit effectivement de gérer au mieux les problèmes que l'on a aussi au niveau de nos systèmes d'endiguement. Et vous avez bien compris que les digues elles commencent à Toulaine, à Frégnac, et qu'elles ne s'arrêtent pas aux frontières de la CDC, elles ne se referment pas effectivement sur les points les plus hauts frontières de la CDC. Donc on a besoin d'avoir une cohérence au moins sur le linéaire girondin qui part de la frontière du Lot-et-Garonne jusqu'à la CDC, les portes d'Entre-deux-Mers et de Montesquieu. Donc cela est initié. Vous savez qu'effectivement, dans le cadre de la GMAPI, qui est de compétence obligatoire, nous avons besoin de définir le système d'endiguement. Et ce système d'endiguement, il nous faut effectivement faire en sorte que, quelque part, il y ait de la cohérence entre les digues de Sainte-Croix-du-Mont, les digues qui sont un peu plus haut vers Saint-Macaire, et puis donc plus loin encore sur la Réole. Donc la volonté effectivement des 5 communautés de communes, c'est de s'associer de telle manière à faire en sorte de pouvoir créer une structure. Donc on vous demande un accord de principe ce soir pour pouvoir continuer à essayer de voir si cette structure pourrait voir le jour de telle manière à pouvoir gérer les digues dans les meilleures conditions. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Non, mais pas forcément, ce ne sera pas forcément un syndicat à l'arrivée, mais ce ne sera pas forcément un syndicat à l'arrivée, ce sera peut-être porté par un syndicat, parce qu'à un moment donné, on a le droit d'en faire, bien entendu. Le seul problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on avait pensé que le SMIAC pouvait le porter, et il se trouve qu'il y a quand même un problème juridique par rapport à ça, mais on n'a pas encore jeter notre dévolu sur la façon dont nous allons faire. Un accord de principe, je crois qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur ce linéaire girondin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à part celle de Lynn Paraduc? Oui. Nous aurons toujours le choix sur ce qui sera mis en place. Nous aurons donc toujours le choix sur ce qui sera mis en place. Bien sûr, bien sûr. De toute manière, on continuera à fonctionner comme on fonctionne actuellement et comme on a très bien fonctionné lorsque à la dernière recrue. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on a bien compris
la difficulté que vous avez lorsque l'eau arrive aux alentours de 6 mètres 57 mètres à l'aréole, où il faut quand même commencer à prévoir certaines choses pour que Barsac ne soit pas inondé, bien entendu. Oui, c'est un peu... ce problème, je ne comprends pas pourquoi nos anciens s'en préoccupaient plus que certains le font, parce que c'est bien sûr la commune comme Bari, hein, sont les seuls avec nous à être inondés de cette façon, donc c'est pour ça qu'on s'en inquiète, évidemment. C'est pour ça que, vivement qu'on reçoive le retour de la sous-préfecture nous concernant pour l'ASA, pour qu'ils aient entériné tout ça de façon à ce qu'on puisse signer le plus rapidement possible une convention qui permettra à nous tous d'être tranquilles après. En attendant, effectivement, il y a eu quand même continuité de service. Effectivement, Patrick était intervenu avec le policier. Tu peux en parler de... Oui, c'est un petit historique de ce qui s'est passé. C'est surtout Jérôme qui a suivi de près, notre technicien qui a suivi de près en liaison avec la commune de Barsac la mise en place des batards d'eau, enfin, etc. Enfin, il a de suite suivi ça de près. Et effectivement, pour répondre à Dominique, on ne pourra pas se passer de toute façon de la connaissance déjà locale et surtout d'une gestion au plus proche des communes, parce que même s'il se crée un syndicat ou autre pour gérer l'ensemble du Nier-Garonne, de toute façon on ne pourra pas, que ce soit à Barsac particulièrement, ou à Bari ou ailleurs, de s'attacher des services, de la connaissance locale et de la réaction immédiate des gens qui sont sur place. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, quoi. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite, si vous le permettez, Monsieur le Président, parce que comme nous avons constaté certains dégâts sur les sites hydrauliques, sur les 2 lieux que nous sommes obligés de fermer assez rapidement, il y a que nous avons fermé, puisque ce sont nos agents de la commune qui sont allés les fermer, sur les ordres de Madame Penon, ma première adjointe, de façon à ne pas se laisser déborder. Il faut le noter ça. Et donc du coup, nous avons vu qu'il y a une écluse qui se ferme assez mal. Il va falloir qu'on intervienne assez rapidement, il faut que l'on attende que ça se sèche et tout ça. Donc il va falloir qu'on voit tous ensemble ce que l'on fait, parce que si jamais la Garonne au mois de mars, puisque c'est la période la plus dangereuse pour nous, si au mois de mars on a de nouveau une montée de la Garonne relativement importante, elles vont se fermer moins qu'elles se sont fermées cette fois. Ce qui veut dire que là, le passage d'eau sera suffisamment important pour venir nous inonder en dehors de la digue. D'accord? Donc je porte à votre connaissance tout ça. Donc il ne va pas falloir qu'on traîne trop pour aller faire les choses. Alors, à ma connaissance, Jérôme a fait un état des lieux et un historique de dernière crue qui s'est passé sur notre secteur. Je pense, il me semble, j'ai lu qu'il avait mis un petit mot, il me semble, sur cette situation. Mais de toute façon, je le vois jeudi, donc on en fera le point avec lui jeudi, de savoir si ça a été remonté jusqu'à lui. Je pense que oui, il me semble qu'il en a pris connaissance, mais je vais le vérifier. Et de toute façon, effectivement, si là, on va voir la suite qu'on va donner à ça. Dominique, t'inquiète pas, on reviendra vers vous. Je ne m'inquiète pas, il n'y a que si l'eau arrive assez rapidement que... Si, je sens que t'es inquiet. Oui, non, mais... Et t'as raison, il ne faut pas se laisser déborder. Oui, ça, c'est sûr, surtout inondé pour nous. Déborder pour vous, inondé pour nous. On vous remercie, monsieur Cavaillon, de l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération qui concerne effectivement, bien entendu, le principe pour entamer les démarches relatives à la création de cette structure dédiée? Pas de remarque? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Jean-Marc Pelletan et Bruno Trénit. Merci beaucoup. Oui, alors ça va être beaucoup plus simple. C'est concernant, donc, vous savez, les dégâts qu'il y avait sur les digues, suite au problème qu'il y avait eu sur le vallon de l'Artolie. Donc il y a une berge qu'il faut que l'on répare. Enfin, c'est un dossier qu'on a déjà parlé. Le bureau d'études a été missionné. Bon, on va arriver à la concrétisation cette année. Donc on avait une convention qui nous autorisait
avec VNF de travailler sur son territoire, puisqu'on travaille sur le territoire de VNF. Et donc du coup cette convention elle est arrivée à terme puisque c'était une convention d'1 an, donc en fait on renouvelle cette convention d'1 an pour pouvoir travailler sur son territoire. Voilà, donc voilà, c'est sur Paillé, sur l'Estiac. Hein. Oui. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jean-Gilbert Rapsal. Ça concerne l'attribution du marché des travaux de réfection de voirie communautaire 2019. Voilà, donc il y a eu un appel d'offres lancé et 4 ou 5, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5 entreprises qui ont répondu. Donc avec la notation par le bureau d'études, le maître d'œuvre, pardon, Azimut Ingénierie, c'est l'entreprise Eiffage qui est retenue pour un montant hors taxe de 199 174,50 hors taxe, qui fait un TTC de 239 09,40, donc dans le budget de 250 000 € TTC. Les communes concernées, c'est le programme 2019, Cadillac, Escoussan, Landiras, Lestiac, Portès, Saint-Michel-de-Rieuffray. Bon voilà, c'est une attribution de marché. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Didier Kazimajou n'est pas là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait partie de la commission qui veut intervenir sur la délibération numéro 11. Il s'agit simplement, effectivement, dans le lot Sonoclim au niveau de... pour terminer les travaux de l'aménagement de l'habitation existante, ce qu'on appelle la Villa Rosa, c'est ça, hein? Et il y a la conduite de gaz qui vient du compteur jusqu'à la chaudière et qu'il faut effectivement poser pour un montant de 782,54 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération numéro 12 étant retirée, je laisse la parole à Alain Kérens pour la délibération numéro 13. Merci Monsieur le Président. Donc il s'agit de vous présenter donc, la composition de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables de Cadillac et Rions. Donc dans le cadre de la loi CAP du 7 juillet 2016, qui a instauré donc le remplacement des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dites ZPPAUP, par des sites patrimoniaux remarquables, donc dites SPR, nouvelle dénomination. Donc à ce titre-là, on est obligé de créer une commission locale des sites patrimoniaux remarquables. Cette commission donc, est déterminée selon plusieurs critères. Donc elle fixe les membres de droit là, qui sont donc le président de l'établissement public, c'est-à-dire le président, le maire des communes concernées, le préfet, le directeur régional des affaires culturelles, donc la DRAC, et l'architecte des bâtiments de France. Donc ces personnes-là sont membres de droit. Ensuite, donc, le décret fixe un nombre maximum de 15 titulaires et 15 suppléants, répartis dans 3 collèges. On avait fait les propositions qui avaient été abordées en commission urbanisme, qui avaient été validées en commission urbanisme. Il y a eu une remarque donc, du maire de Rions qui nous a demandé de modifier un des collèges. Donc vous avez le tableau qui vous est présenté sur l'écran. Donc dans le premier collège des élus, donc en tant que titulaire moi-même, suppléant Marc Gauthier, ensuite donc monsieur Jérôme Gauthier, pardon, oui, je disais à l'envers. François Laurent en tant que suppléant, Bernard Dréau, titulaire, Corinne Lolland, suppléante, Laurence Meunier, titulaire, et Michel Atapi, suppléant. Concernant les associations, donc en titulaire, Mme Carton Saint-Martin, du CLEM, en suppléant, Delphine Bureau de la Fondation du Patrimoine, Association Siriona, titulaire, M. Inevinkel Jean-Claude, suppléant Norbert Guillot de l'association Saint-Blaise à Cadillac. Concernant l'association Histoire de Fontaine-Vieille-Pierre, donc Claude Baudis en titulaire et Alain Lados en suppléant pour l'association Moulin Neuf et Patrimoine. Concernant l'Union des Bastides en titulaire, M. Beltramo de Corquissel et en suppléant Annie Possoko de l'association Sauvegarde de Rions. Et pour le dernier collège, qui est le collège des experts, Jean-Marie Villa, titulaire architecte, donc, suppléant Jean-Claude Rodriguez de la Chambre des métiers, titulaire David Souni, historien, Christian Boyer, donc suppléant président de l'Office de tourisme du Pays de Cadillac et Podensac,
Ensuite, l'administrateur du château de Cadillac, Olivier Dupéran, titulaire. Vincent Joanneau, historien, en suppléant. Et enfin, concernant le pays d'art et l'histoire, M. Macias, qui est l'animateur du pays, et en titulaire, et Mme Regaldo Saint-Blancard en tant qu'archéologue. Donc cette commission a été validée par cette liste en fait a été validée par le préfet. Et donc il s'agit de vous proposer de la valider au niveau du conseil. Ben, je pense que c'était M. Saint-Blancard. Voilà. Pardon, oui, excusez-moi. Non, mais oui, c'est monsieur. C'est pour être sûr. Donc, bon, il faut valider cette commission. Donc, cette commission qui avait été travaillée et qu'on avait vue. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait avoir des informations concernant la démarche que vous comptez entreprendre pour l'élaboration du budget 2020? Parce que je suis un petit peu perplexe, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de commissions qui travaillent sur des fragments de budget. Par exemple, hier, on a travaillé dans la commission voirie sur un budget où on nous a dit, ben voilà, c'est 250 000 €. Je suis surpris que sans débat d'orientation budgétaire, sans réunion de la comité des finances, il tombe des montants comme ça sur les commissions et on nous demande un avis. Je trouve que c'est extrêmement difficile de donner un avis partiel quand on n'a pas une vision globale du dispositif et de la volonté politique qui pourrait s'exprimer pour construire un budget constructif. Je vous remercie de cette question. En ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas de communes de plus de 3500 habitants, donc il n'y a pas besoin effectivement de d'autres. Monsieur Clavier, ça ne vous a pas échappé? Ça ne m'a pas échappé, mais un bon exercice démocratique mériterait quand même, d'autant plus que, excusez-moi de vous couper, Monsieur le Président, oui, mais ça fait plusieurs fois qu'on demande aussi un PPI, un fonds prévisionnel d'investissement qu'on n'a toujours pas eu, donc je trouve qu'en éclairage, c'est votre politique. Pour continuer effectivement dans la réponse que j'étais en train de vous faire par rapport à ça, les commissions sont en train de travailler, les services sont en train de travailler, tout n'est pas remonté. Mais j'ai bon espoir, effectivement, avant la fin de ce mandat, de vous apporter les éléments nécessaires que vous demandez ce soir. Donc, effectivement, avec Philippe Dubourg, on va s'y atteler, on va essayer d'avoir, effectivement, le plus d'éléments possible dès que les éléments nous seront remontés dans les diverses commissions et les services. Voilà. J'insiste lourdement quand même. J'ai bien vu. Oui, mais vous me connaissez, donc c'est pas très grave. Je réitère que c'est extrêmement difficile en commission de porter un avis pertinent sur des fractions de budget quand on n'a pas, j'ai bien compris, une ossature globale. J'ai bien compris. Et bien c'est parfait. Et j'ai fait une réponse. Voilà. Elle ne me satisfait pas, mais enfin, c'est une réponse. C'est une réponse. C'était ma question. Merci. Écoutez, la séance est levée.